Le 14 janvier 2026, un article du média Outlier a fait l'effet d'une véritable bombe dans l'affaire Realty à Détroit. Et ça, juste quelques jours avant une audience absolument cruciale prévue le 27 janvier. Exactement. Et pour ceux qui nous suivent, on avait fait une analyse en novembre, on sentait que c'était tendu, mais là, Ah là, on a changé de dimension. c'est plus que tendu. On a l'impression d'avoir reculé, et pas qu'un peu. On ne parle plus d'avancée, mais d'une escalade judiciaire en règle. Franchement, ça sent très mauvais. Le mot escalade est parfait, vraiment. Aujourd'hui, on va donc décortiquer cette nouvelle offensive de la ville de Détroit, comprendre ce que ça implique pour Realty, pour les investisseurs, et surtout pour les fondateurs, les frères Jacobson. Oui, parce qu'ils sont personnellement dans le viseur maintenant. La ville a sorti l'artillerie lourde. Elle demande la nomination d'un administrateur judiciaire, un receiver. Et ça, c'est pas rien. Non, c'est une mesure d'exception. C'est réservé aux cas extrêmes quand la justice estime que la gestion est non seulement défaillante, mais irrécupérable. Ça montre que la patience des autorités est à bout. Alors, justement, parlons-en. Cette arme nucléaire judiciaire, la nomination d'un administrateur. Si la juge dit oui, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, c'est une prise de contrôle hostile, mais légale. Imaginez, le tribunal vire les frères Jacobson de la gestion de leur propre parc immobilier à Détroit. Et on parle de plus de 400 propriétés, hein. Tout à fait. L'administrateur, nommé par la Cour, reçoit les clés de tout. Il prend le contrôle total. Il perçoit les loyers, il décide des travaux, il peut même ordonner des démolitions si besoin. Des démolitions? Oui, si c'est nécessaire. Et le point le plus important, tout ça, c'est aux frais de Realty. S'il ne paie pas les factures, l'administrateur place des privilèges sur les biens. Ce qui les rend invendables. Exactement. C'est une dépossession quasi complète. Mais attends, ça veut dire qu'un investisseur qui a un token d'une maison pourrait voir cette maison être démolie sur ordre d'un type nommé par un juge. C'est précisément le risque. Le token, c'est une part d'une société qui possède le bien. Si cette société est jugée défaillante, le tribunal intervient. C'est vertigineux. Et la ville, elle justifie comment cette demande extrême? Avec des arguments très concrets, hélas. Le dossier judiciaire est accablant. Il parle de progrès lents, incomplets et non conformes. Et derrière ces mots, il y a des situations humaines terribles. Les sources parlent de locataires qui vivent toujours sans chauffage, sans eau courante, avec des sous-sols inondés d'eau usée. C'est ça la réalité du terrain. Et le comble, c'est que pendant ce temps, Realty rénoverait des logements vides pour attirer de nouveaux investisseurs, j'imagine. La logique est inversée. C'est ce que la ville appelle un mépris total de l'ordonnance restrictive temporaire qui avait été émise en juillet 2025. Le fameux TRO. C'est ça. Le juge avait dit « Stop, vous arrêtez de percevoir les loyers et vous réparez ». Et non seulement ils auraient continué à percevoir des loyers illégalement, mais en plus ils auraient utilisé des entrepreneurs sans licence. Donc à chaque étape, ils aggravent leur cas. C'est exactement ça. Chaque action est un pas de plus dans la mauvaise direction. Et il n'y a pas que ça. Le volet financier est aussi, disons, préoccupant. On peut le dire, oui. On parle d'accusations de détournement. La ville affirme qu'environ 125 000 $ de loyers ont été mis sur un compte hors des livres. Un compte chez Bank of America, c'est ça? Oui. Et ça, c'est une violation directe de l'ordonnance du tribunal. L'instruction était claire, l'argent devait aller sur un compte séquestre, un escrow account supervisé par la ville. Pour garantir que l'argent serve bien aux réparations? Voilà. Et la ville avait posé une condition pour utiliser ces fonds, que Realty fournisse une comptabilité détaillée. Devinez quoi? Elle n'est jamais arrivée. Jamais. Cette opacité, ça dresse le portrait d'une entité qui agit délibérément en marge des règles. Donc, on résume. Gestion opérationnelle catastrophique, gestion financière opaque, et en plus, une stratégie d'évasion face à la justice. C'est là que le tableau devient complet. Chaque pièce du puzzle s'emboîte. L'exemple le plus fou, c'est leur absence à l'audience de justification en novembre. Un juge vous convoque pour vous expliquer et vous ne venez pas. C'est C'est un manquement gravissime. Et il y a ce petit détail qui serait presque drôle si ce n'était pas si révélateur. la boîte postale, hein? La fameuse boîte postale, oui. Le tribunal demande une adresse valide et il donne une P.O. Box. La juge a évidemment refusé. C'est qu'une tentative de se rendre insaisissable. La Cour l'interprète comme ça, oui. Comme une tentative de fuir ses responsabilités. Et là, il tente vraiment le bâton pour se faire battre. C'est d'une audace folle. Et pendant qu'il joue à ça, il lance une autre procédure. Et il demande à ce que les fondateurs, Rémi et Jean-Marc Jacobson, soient retirés de la liste des accusés. C'est le sommet du paradoxe.
D'un côté, on a le marketing, la promesse de transparence radicale grâce à la blockchain. Oui, les real-world assets, la propriété pour tous. Voilà. Et de l'autre, dans le monde réel, face à la justice, on utilise les plus vieilles ficelles du droit des sociétés pour créer de l'opacité et fuir ses responsabilités. C'est un choc des cultures. Surtout que la ville de Détroit, elle, demande exactement l'inverse. Elle veut les tenir personnellement responsables. Oui, elle demande de percer le voile corporatif. C'est un concept juridique qui permet d'ignorer la séparation entre l'entreprise et ses dirigeants en cas d'abus. Et l'argument de la ville, c'est que le réseau de 165 sociétés écrans servait à ça. À dissimuler? Exactement, à diluer les responsabilités. Et les manquements personnels des Jacobson, comme ne pas venir à l'audience ou donner une fausse adresse, ce sont des munitions en or pour l'avocat de la ville. Il peut dire « Madame la juge, vous voyez bien qu'ils se cachent ». Tenez-les donc responsables, comme les individus qu'ils sont. Et tout ça est en contradiction totale avec leur communication publique. Dans les community calls, ils disaient « On assume tout, on prend nos responsabilités ». Le grand écart facial. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ne pas se présenter à une audience, c'est un acte individuel, pas celui d'une entreprise. Ça donne une base à la juge pour les sanctionner directement. Pour outrage au tribunal, contempt of court, oui. Là, ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs millefeuilles de société. On voit comment ils se cachent de la justice, mais face à leurs investisseurs, comment ils gèrent. Ceux à qui ils ont promis la transparence totale. Ils appliquent la même logique de contrôle. Le canal de discussion sur Discord, qui était un lieu d'échange, est maintenant totalement verrouillé. Fermé. Verrouillé. Et sur Telegram, la politique a changé. Un community call début janvier a annoncé la couleur. Modération beaucoup plus agressive. C'est-à-dire, Tout message vu comme un manque de respect sera supprimé et l'auteur banni. le prétexte classique pour maintenir un environnement constructif, j'imagine. Bien sûr, mais tout le monde le perçoit comme une tentative de cadenasser le narratif. L'objectif, c'est d'éviter la propagation du FUD, la peur et le doute, et surtout d'empêcher une vague de vente de panique sur le marché secondaire. Quand on commence à censurer, c'est rarement bon signe. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce n'est pas la première fois. On se souvient de la vente d'une propriété à Saint-Louis où leur seule réponse a été « la société ne souhaite pas communiquer dessus ». C'est l'ironie de l'histoire. C'est l'ironie ultime. Leur white paper, leur document fondateur, est une ode à la transparence de la blockchain. Mais dès que ça chauffe dans le monde réel, on revient aux vieilles méthodes. Le silence, la censure. C'est une crise de confiance. Profonde. Un investisseur a dit à Outlier Media, et la phrase est forte, que ça remet en question toute sa stratégie d'investissement. Le pacte de confiance est brisé. Alors, si on fait le bilan avant cette audience du 27 janvier, l'étau s'est resserré de partout. Juridiquement, avec cette demande de mise sous séquestre. Financièrement, avec les accusations de détournement, et personnellement, car les fondateurs sont maintenant dans la ligne de mire, sans pouvoir se cacher. Et pour couronner le tout, la crise de confiance avec leur propre communauté, alimentée par une communication désastreuse. Voilà, la patience de la ville est à bout, et leur gestion de crise ne fait qu'empirer les choses. Le procès du 27 janvier, ça va être un point de bascule. Absolument. La décision de la juge Annette Berry va créer un précédent majeur, pas juste pour Realty, mais pour tout le secteur des real-world assets. C'est la promesse de la crypto qui se heurte au mur du réel. Exactement. Le mur de la réalité, les lois municipales, les droits des locataires et les devoirs d'un propriétaire. Le pire semble en effet bel et bien à venir. Une dernière pensée, avant de finir. Dans leur propre document, Realty dit que les détenteurs de tokens peuvent voter pour renvoyer la société de gestion. Oui, c'est un des piliers de leur fameuse gouvernance décentralisée. Ce qui pose une question assez vertigineuse. Une question fondamentale, oui. Alors que le contrôle est sur le point de passer des frères Jacobson, non pas à des investisseurs qui votent, mais à un administrateur nommé par un tribunal, quel pouvoir réel reste-t-il aux détenteurs de tokens ? Et au-delà de ça, Si le système dans lequel ils ont investi est jugé comme un véhicule de négligence systémique, que représentent vraiment leurs tokens ? Est-ce un titre de propriété sur un actif ou est-ce que c'est devenu un ticket de participation à un passif juridique ? C'est peut-être la question la plus dérangeante de toute cette affaire.